j'ai beaucoup comme ça, de poètes que j'admire, que je lis beaucoup, desquels je m'inspire. Et donc justement, Francis Ponge, en fait, voilà, ce que j'ai pris de ce que j'ai aimé chez lui, c'est justement ces jeux de mots. Donc j'ai mis ami entre parenthèses. Donc, si on enlève les parenthèses, ça fait le meilleur de l'homme, son chien. Ce n'est pas très glorieux pour l'homme, mais voilà, j'ai trouvé cette formule assez représentative de l'homme moderne, finalement, qui a de moins en moins de respect pour l'environnement, qui a de moins en moins de respect pour lui-même, qui finalement s'adonne à la consommation de masse de manière frénétique. Et donc voilà, c'est un petit peu un poème. Et puis bon, c'est peut-être un poème aussi tourné sur l'homme occidental, entre guillemets. Son regard bas, ses yeux sont accroupis. Au milieu de choses fainéantes, des rues font la queue. Embouteillage de rues. Les chats chuchotent. La lune, encore accrochée, on voit le clou qui la fixe. Le trottoir traverse la rue, imprudent, il se fait renverser. Au café d'en face, on sert encore des esclaves, coiffés de fruits. Une horloge s'arrête, elle se retourne. La brume brutalise le vent au coin d'une rue sans nom. À l'ouest, les belles et grandes maisons aboient. Elles ont la gueule chargée des osselets d'étoiles. La fenêtre fait le tour de la chambre. Elle élit domicile en son dos. Tous les aveugles de la ville se retrouvent sous l'abribus. Ils échafaudent des révolutions. Les moustiques manifestent à l'entrée des faubourgs. Les gardes-manger, le ventre plein, pas de lit, pas de drap, juste des morceaux de bois. Pas même de corps. Tout est vide, vide de plein, vide de vide, obscurité sans nuit. Des maîtres sans chiens vagabondent. Ils reniflent les clôtures des voisins. Au loin, deux puces se comptent leur vie. L'horloge repart en vitesse. Elle court et trébuche. Quelques Indiens, le soleil accroché aux cheveux, recousent des portes, celles de l'Occident. Des chiens lèchent les pieds du matin. Un Mexicain se trompe de chemin. On le tuera. Le cœur n'est-il pas prisonnier de la cage thoracique ? Voilà, donc pour ce premier extrait. Le second extrait est beaucoup plus, je dirais, sensuel, dans la mesure où il évoque le second état de l'oiseau. Alors, donc, quel est le premier état de l'oiseau, quel est le second état de l'oiseau? Tout ça est sujet à interprétation, mais selon moi, donc le premier état de l'oiseau est l'état qu'on lui connaît, c'est l'oiseau qui vole, c'est l'oiseau rêveur, c'est l'oiseau espérance. Alors qu'est-ce qui se passe quand l'oiseau atteint un second état étrange qui lui fait perdre ses ailes ou qui lui fait perdre son espoir? Le second état de l'oiseau. L'oiseau qui sommeille en moi, un matin, me donne un coup d'aile. Et j'affronte le jour qui vient de naître. L'horizon a les jambes grandes ouvertes. Il sue comme un bœuf. Moi, multiple, mes nombreux visages m'encerclent. Et je ne peux trouver celui de naissance. Tant d'oiseaux jacassent en moi. Moi dans mon petit corps. Promesse d'être non puni. Promesse, oiseau amnésique. Un morceau de mon corps, parcelle révolutionnaire, s'éloigne de moi. Les traces de pas de la nuit y sont apparentes encore. Il emporte sur son dos, carillon usé par le soleil, tous mes rêves borgnes, une meute de voyous. Son sac en est rempli. Je me lève au milieu d'une mare de soleil et ne trouve pas mon visage. Le jour de ma mort, je me lèverai d'un pied froid. Je dirai une prière inutile et je traverserai mon visage à grandes enjambées, à la recherche d'un air de famille. J'irai sur la plus humaine de ces rives, déserte. Mes yeux, arrière-boutique de lumière, plein de matins de limes bleues, une fenêtre ferme ses paupières. Dans mes mains, certains doigts sont sombres, d'autres sont malingres. Mon enfance vient me rendre visite. Elle est à mon chevet. Elle est aveugle. Ma chambre, vague surface suspendue, ses meubles pleurent et dans le bois, plus rien ne bouge. Même pas moi. L'air s'assied sur ma poitrine. Vite, dépêche-toi. Et toutes ces journées de pêche,
Ces poissons assoiffés de revanche rient. Ils sont tous à ma porte. Ils se bousculent devant ma fenêtre. Leurs yeux collés aux vitres de mon âme. Vite, dépêche-moi et finissons-en. Mais rien. Un hameçon estropié frappe à ma porte. Il entre. Il a un plateau de mets somptueux entre les mains. Voilà, donc c'était donc quelques extraits de Sudalterne. Rapidement, quelques mots à propos de Sol. Et donc, finalement, ce troisième recueil, c'est un petit peu aussi la continuité du premier recueil de Poèmes en liberté, de ce cri qui est personnel et qui va un petit peu découvrir le monde. Donc, ce cri se propage un peu au monde et va découvrir les choses qui nous entourent. Alors, d'abord, la première rencontre, bien entendu, c'est celle de la nature et c'est celle des éléments. Donc Sol est vraiment, véritablement un recueil orienté sur les quatre éléments, bien entendu, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et de par son titre, Sol, ce recueil montre un petit peu que le sol a une place particulière. Parmi ces quatre éléments, c'est l'élément asile, c'est l'élément qui nous porte, c'est l'élément qui nous tient sur son épaule, c'est l'élément duquel on surgit, et c'est un petit peu l'élément vers lequel on tend. Donc, je dirais c'est un recueil, Sol est un recueil vert, comme on l'emploie aujourd'hui, hein, c'est un recueil environnemental, c'est un recueil qui est très très proche de l'environnement, qui prône le respect pour l'environnement, qui décrit un homme qui dégrade trop l'environnement. Et je pense réellement que c'est une forme, peut-être une nouvelle forme de poésie. Il n'y a pas beaucoup de poètes qui évoquent justement l'environnement, le fait que les ressources sur cette planète sont finies, que toutes ces ressources sont un cadeau fait à l'homme et qu'on les gaspille, on maltraite un petit peu cette planète. Donc le premier poème que nous allons vous lire est un poème particulier, c'est peut-être mon poème préféré, je dirais. Donc je ne peux tout simplement pas le lire, et il est trop émouvant pour moi, mais donc elle va essayer de le lire. Donc il est intitulé Entretien avec un nautile. Sous son toit courbé, le nautile cherche la nervure de l'eau. Ses grands yeux d'exilé, privés de tourbe et d'alizé, parlent le verbe nébuleux. Mollusque de la contemplation, il marche en dépit de son allure. Unijambiste. Il n'entend rien, il n'a pas besoin d'entendre. Sa grâce est dans l'amnistie. Expédition pacifique, qui explore le plaisir et son homologue de lenteur. Sous son toit courbé, le nautile, naufragé volontaire, quête la lumière et sa locomotion. Sa nageoire est inutile, il n'est pas poisson. Il est l'autre état du poisson. Mollusque de la traversée, libre de port et de halte, il ne porte que sa coque de plumes. Et jusqu'au cœur de la soudure de l'eau, il s'interroge, dans sa toiture improvisée en navette. Le nautile, sa nageoire inutile, pris dans sa propre spirale, tombe, sans regret. Son destin est autre, il le sait, mais il s'obstine à fouiller l'épaisseur de la mer. Il porte sur son dos la somme de ses retrouvailles. Mollusque, à l'heure rigide des hommes, il accepte son rang. C'est un lieutenant sans lieu, un fragment de matière en apnée. Sa passion toute aérienne le tient reclus dans sa vastitude. Et c'est dans le ventre des vagues sombres, l'abîme de son être, qu'il entame sa plus nécessaire croisière. Il restera éveillé jusqu'à ce que calcaire la nuit. Voilà, donc un poème résolument qui met en exergue un personnage pratiquement oublié de l'histoire. Le nautile est un animal, un mollusque tellement petit qu'il est insignifiant, et il est tellement bas dans la chaîne alimentaire que on ne s'y attarde pas beaucoup. Mais il a une importance capitale. Et donc justement, je voulais dédier ce poème à tous les nautiles de la planète, et surtout cet acharnement qu'ils ont à tenir leur rôle jusqu'au bout, malgré tout, malgré le sombre dans lequel ils vivent, et un petit peu le fait qu'ils soient complètement anonymes à tous.
le second extrait que nous allons vous lire, Plume d'Adam. Alors, Plume d'Adam fait partie de la dernière du... en fait, bon, Sol, ce sont les 4 éléments, donc il y a 4 parties. Mais il y a une partie que j'ai rajoutée qui s'appelle Cœur. Et je pense que, un petit peu, c'est ça. Le cœur fait figure de lien entre ces 4 éléments. C'est un petit peu le cœur de l'homme, sa sensibilité, son esprit, son âme, sa soif pour le mythique, pour l'immuable, l'universel. Toutes les valeurs qu'il a en lui font qu'il est le lien, qu'il restera le lien entre ces 4 éléments, et donc il se doit de justement faire honneur à cette identité et cette chance qu'il a d'être le lien entre ces 4 éléments. Donc un petit peu ces 4 éléments lui ont donné naissance, mais c'est un petit peu un retour de naissance, comme un lien filial, comme un certain sacrifice, un certain respect que l'on doit à ses parents, donc ce lien filial en fait qu'il a avec les éléments. Donc dans cette partie cœur, il y a Plume d'Adam. Pourquoi écris-tu? Je n'écris pas, c'est ma plume qui crie. Elle crie son encre titubante. Elle fouille mon ventre, cherchant mes sentiments. Elle habille le temps de ma colère. Elle fait et défait mon cerveau. Elle est les yeux de ma poitrine. Elle habite ma gorge. Elle émonte mes mots. Elle galope sur mon cœur. Je ne parviens à l'avaler. Elle est le verbe de mon sang. Pourquoi écris-tu? Je n'écris pas, c'est ma plume qui hurle. Elle broie mes os qu'elle confond avec des étoiles. Mes pieds sont en feu et je marche pour m'apaiser. Elle est une brise aiguisée qui tantôt me transperce et tantôt me berce. Elle est rage de lumière et brûlure de dire. Pourquoi écris-tu? Je n'écris pas, c'est ma plume qui aboie, tel un chien intarissable, aux dents illettrées, qui morde continuellement dans la pomme du jour. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons évoquer Parole Silex, le propos de cette signature. On va essayer je vais juste rapidement présenter ce recueil, qui est, je pense, un des recueils majeurs pour moi. D'abord parce que, franchement, pourquoi je l'ai écrit, finalement. Étant à Dubaï, et là encore une fois, c'était un compromis que j'essayais de faire entre Tunis et le Liban, donc on a coupé la poire en deux. Donc vivant à Dubaï, un petit peu, je sais pas, dans une vie un peu surfaite, un peu trop confortable, je dirais. Et donc justement, étant loin du Liban, de la Tunisie, etc., j'ai très tôt ressenti le besoin d'écrire sur mes pays, d'écrire sur le Liban, sur la Tunisie. Et j'avais préparé la première partie de ce recueil, donc, qui est en fait composée donc il a 2 parties, une partie qui parle de la Tunisie d'avant la Révolution, donc anté-révolutionnaire, et une partie qui parle de la Tunisie d'après la Révolution. Et en fait, bien entendu, quand je l'ai commencé, c'était avant la Révolution, je ne savais pas qu'il allait y avoir une révolution, et donc en fait, je parlais de la Tunisie, je parlais de cette Tunisie morne et famélique, de cette Tunisie qui s'éteint petit à petit, de cette Tunisie qui se couche. Et donc cette partie est réellement, c'est beaucoup inspiré du cahier d'un retour au pays natal de Césaire, qui lui aussi évoque un petit peu son retour dans sa Martinique natale. C'était un petit peu pour moi aussi un retour vers ma Tunisie natale. Et donc cette partie était vraiment, et je voulais insérer des passages dans cette description de cette Tunisie morne qui se meurt, des passages pour l'inciter à se lever. Et donc sans condescendance, mais simplement pour que les gens puissent lire ça et puissent se dire tiens, oui, et que ça puisse faire bouger les choses. Je pense que la Tunisie, enfin les Tunisiens ou ceux qui ont fait la révolution underground, comme on dit en anglais, ont été encore plus haut que ça et ont été encore plus loin que ça et ont devancé un petit peu mes espérances et mes souhaits. Et donc
Grande surprise, réellement, on a tous vécu cette révolution avec tellement de surprises, d'effarements, d'étonnements, et finalement c'est arrivé. Alors on n'y a plus cru parce que justement, je pense que on s'est tous engouffrés dans cette, euh, dans cette vie, à se satisfaire de ce qu'on a, à se satisfaire d'une pseudo-liberté, d'une pseudo-consommation. On avait de l'eau, on avait l'électricité, on était un pays qui vivait assez confortablement, mais on avait des maux très profonds et on ne pouvait pas parler librement, et on ne pouvait rien dire, et on ne pouvait pas critiquer, et le pays se faisait voler, et le pays était corrompu. Et donc des Tunisiens se sont levés contre cela. Et donc ce recueil, un petit peu, je leur rends hommage à tous ces Tunisiens, à beaucoup d'entre eux qui sont morts sur le front, parce qu'effectivement c'est un front, c'est une guerre. Beaucoup d'entre eux qui sont handicapés à vie, qui ont été estropiés, beaucoup d'entre eux qui ont été torturés